Bon, allez, on va prendre de l'eau. Ben, bonjour à toutes et à tous. Et je suis toujours très contente de revenir à Albenque, parce que ça fait des années qu'on a des écologistes quand même qui organisent toujours des réunions hyper intéressantes avec des intervenants super. Non, je pense à Marie-Monique Robin qui est intervenue hier et que j'apprécie beaucoup. Et puis il y a souvent vraiment des intervenants très bien. Et merci, parce que vous savez, organiser ça, c'est énormément de boulot. Et moi, j'ai toujours une pensée vraiment pour tous ces bénévoles là qui donnent du temps pour une prise de conscience vraiment des problématiques qu'on a et qui sont pas simples. Alors, juste en intro, vous voyez, je ne vous aurais pas tenu ce discours il y a 10 ans. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis profondément, comment dire, perturbée, c'est un terme doux, par l'organisation, je dirais, de nos sociétés. Alors je prends au sens large, pas seulement de la France, je dirais de l'Europe et du monde, où on n'a pas pris suffisamment conscience de notre humanité et de la fragilité de notre humanité. Parce que tout le monde parle de réchauffement climatique, en ce moment on est en pleine crise énergétique, mais vous voyez que les mesures à prendre ne sont absolument pas en fonction de la problématique qu'on a. On fait des mesurettes. Et après, on porte la responsabilité sur les citoyens, d'ailleurs. C'est vous, les responsables. Hein, comme si c'est pas aux politiques, avec les scientifiques, d'essayer d'élaborer quand même une société qui soit en conformité avec les enjeux. Et là, je vais vous parler d'un sujet concernant les lobbies. Vous voyez, je pensais que les mouvements citoyens arriveraient quand même à museler ces lobbies ou à leur donner leur juste place. Ben, vous voyez, c'est mon 3e mandat de députée européenne. Et plus ça va, plus ils prennent une importance dingue. Et que c'est des fois, vous savez, je sors du Parlement et je me dis, ouf, comment on va faire pour les contrer ? Parce que vous avez quand même une complicité qui est incroyable au niveau des décideurs, au niveau aussi de certains parlementaires, et puis aussi au niveau des États membres qui tendent à, je dirais, conserver leur souveraineté nationale, où des lobbies sont plus représentés que d'autres. Vous voyez, je prends l'exemple par exemple de l'Allemagne, où le lobby qui est hyper présent, c'est le lobby des pesticides. C'est toute l'industrie chimique. C'est BASF, c'est Bayer, en plus Bayer qui a racheté Monsanto, bonjour. Si je prends la France, c'est le lobby nucléaire. Et c'est incroyable après comment ces États, via leur lobby, essaient d'influencer les autres États membres et puis aussi les parlementaires. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus en détail. Alors, grosso modo, si on définit le lobbying, en fait, c'est comment influer sur les politiques publiques en fonction des intérêts privés. Et on s'aperçoit que ces lobbies sont hyper organisés. Par exemple, au Parlement, on a à peu près 25 000 lobbies qui sont enregistrés. Il y a par exemple des ONG qui s'amusent à faire le tour des lobbyistes à Bruxelles, vous voyez, pour montrer où est le lobby, par exemple, de l'industrie chimique, où est le lobby de l'industrie de l'agrobusiness, où est le lobby du nucléaire, etc. Vous voyez, ils ont pignon sur rue et ils sont obligés de s'enregistrer. Il y a un registre de transparence au niveau de Bruxelles. Ils sont obligés de s'enregistrer, mais derrière ces lobbies qui sont enregistrés, vous avez aussi les consultants. Vous avez les think tanks. Vous avez les cabinets d'avocats. Vous voyez, vous avez toute une série de gens après qui bossent pour ces lobbying. Et c'est plus de 80 000 personnes qui bossent pour les lobbying.
Et donc, ces 80 000 personnes, certains sont accrédités, c'est-à-dire qu'ils rentrent en représentant directement un lobbying, et puis d'autres qui vont essayer d'influencer la Commission, les États membres, et puis bien sûr le Parlement européen. Vous voyez, il y a 3 institutions où ils agissent de façon importante. Alors, c'est quoi leur fil directeur? Leur fil directeur, souvent je dis, c'est les 3D. Ils décident, ils désinforment, ils diffèrent. Alors ils décident. Vous voyez, nous, lobby nucléaire, on ne nous a jamais demandé notre position. Il n'y a jamais eu de débat public, il n'y a jamais eu de référendum. Vous voyez, il y en a eu où des référendums? Il y en a eu en Italie, et les gens ont dit non au nucléaire. En dehors de ça, il n'y a pas eu beaucoup de référendums. Et d'ailleurs, le lobby nucléaire dit il ne faut surtout pas faire des référendums. Parce que si on perd, eh ben, vous voyez, en Italie, ils ont dû fermer toutes leurs centrales. Il n'y a pas de centrale nucléaire en Italie. Alors, ils décident, on l'a vu aussi sur la 5G, hein, au niveau des opérateurs téléphonie mobile, ils ont décidé la 5G, et je peux vous dire qu'au niveau du Parlement, on n'en a absolument pas débattu. Il n'y a jamais eu de consultation concernant la 5G, vous voyez, au niveau des téléphones portables. Maintenant, j'ai écouté tout à l'heure en venant la radio, Elon Musk dit maintenant il n'y aura plus aucune zone blanche parce qu'avec tous mes satellites, je vais pouvoir arroser tous les smartphones qui existent sur la Terre. Alors bonjour pour les électro-hypersensibles, hein, plus de zones blanches. Et sur tous, par exemple sur la fabrication des pesticides, il n'y a jamais eu de consultation et maintenant on a une stratégie qui est de la ferme à la fourchette où on demande de réduire de 50% l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Mais je vous assure, regardez en France, quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, et puis après il y a eu d'autres consultations concernant l'utilisation des pesticides, on devait les réduire chaque fois. Et bien chaque fois ils augmentent. Donc en fait, ils décident. Après, deuxième partie, ils désinforment. Pourquoi? Parce que qui fait les études? Quand il y a des universitaires qui font des études pour dire attention, il y a des pesticides qui sont dangereux, regardez l'histoire du glyphosate. Il y a eu énormément d'études qui sont sorties par le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on appelle le CIRC. Ils se sont basés à peu près sur 1500 études, donc publiques, publiées. Et ce CIRC, qui dépend de l'OMS, dit le glyphosate, pour nous, il est cancérogène. Il est cancérogène parce qu'il obéit à toute une série de critères qui montrent que c'est cancérogène. Et quand c'est cancérogène au niveau européen, il ne doit pas être autorisé. Vous voyez, il y a 3... Alors maintenant, il y en a 4, mais avant, c'était cancérogène, mutagène, reprotoxique. Mutagène qui provoque des mutations, reprotoxique qui a une influence sur la reproduction. Il y en a un 4e maintenant, c'est les perturbateurs endocriniens. Si, vous voyez, on voit que ça a ces critères, eh bien, on doit le supprimer. Eh bien, le CIRC a décidé de dire, eh bien, en fonction de nos critères, c'est cancérogène. C'était 2015, ça. Que décide l'agence européenne, l'EFSA? Eh bien, l'agence européenne dit, eh bien, pour nous, c'est pas cancérogène. Ah bon? Alors, je leur demande, ok, c'est pas cancérogène, mais où sont les études qui vous ont permis de dire que c'est pas cancérogène? Parce que le CIRC, au moins, toutes les études sont publiées. Eh bien, on me répond, ah ben non. Comme c'est propriété des industriels, eh bien, on ne peut pas vous donner les études. C'est secret défense. Alors, mais c'est quand même incroyable. Mais je leur dis, mais nous, il faut vous croire sur parole. Donc, alors il dit, mais il faut faire confiance à l'EFSA, c'est l'agence européenne. Oh ben moi, je fais confiance à personne, vous savez. Et donc, on s'est bataillé et on a porté plainte à la Cour de justice européenne parce que chaque fois, on demandait à la Commission de publier ses études, puisque la Commission, quand même, est responsable de l'EFSA. Hein. Et chaque fois, même le directeur est venu à mon bureau en disant, écoutez, Madame Rivasi, arrêtez de nous attaquer comme ça, je suis prête à vous les donner, mais si jamais
on apprend que c'est vous qui irez en prison. C'est sympa, je trouve. Alors moi, je leur dis, mais moi, je ne veux pas vos études. Moi, je veux que ces études, elles soient publiques. Donc c'est pour ça qu'on a été 5 députés verts à saisir la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne, vous savez, quand on la saisit, ça coûte cher. Hein. Donc c'était nous-mêmes qui payions. Et au bout d'1 an et demi, la Cour de justice rend son jugement en disant, à partir du moment où ça touche la santé et l'environnement, c'est de l'intérêt public majeur, et donc en aucun cas on peut mettre la directive secret d'affaires en avant. Et donc depuis ça, donc vous voyez, on a gagné en 2017, donc c'était en 2015 qu'il y a eu cette autorisation, et bien depuis, maintenant, toutes les études sont publiques. Donc vous voyez comment il faut se bagarrer, parce que derrière, il y avait tout le lobby des pesticides qui voulait absolument pas que ces études soient publiées. Et quand on a regardé ces études, parce que là, on a fait intervenir des experts indépendants, eh bien, la moitié était complètement, je veux dire, qu'il n'avait même pas de sens. Il n'y avait pas des bons témoins, ils faisaient des mauvaises études avec des mauvais protocoles, etc., etc. Et maintenant, je vous signale que d'ici, normalement, en fin 2022, on devrait revoir, il y a 4 pays rapporteurs, dont la France, pour savoir si on interdit ou pas le glyphosate. Parce qu'il devait être interdit pour 15 ans, et on a obtenu 5 ans. Mais au bout des 5 ans, on y est maintenant. Eh bien, ils ont reporté en 2023, en disant les pays ne sont pas prêts. Non, mais attendez, ça fait 5 ans. Et quand des ONG comme Génération Future, etc., ont regardé, eh bien, ils se sont aperçus que l'EFSA, toujours l'EFSA, eh bien, ne prend pas les études universitaires. Ils ne prennent que les études faites par les industriels. Non, mais vous voyez, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais comment on fait? Parce que même au sein de l'EFSA, avec les scientifiques qu'il y a au niveau de l'EFSA, eh bien, vous sentez qu'ils sont complètement tétanisés par le pouvoir des gros lobbies qui sont Monsanto, alors Bayer maintenant, et d'autres, parce que vous avez Syngenta, qui est un lobby suisse, qui vend énormément de pesticides dans le monde. Donc voilà, le prochain enjeu, c'est 2023. Est-ce que le glyphosate va être reconduit ou pas? Alors là, on se bagarre. Hein. On regarde toutes les études, puisque maintenant on a accès aux études. On essaie d'avoir des experts indépendants pour essayer de contrer l'EFSA, puisque la France commence à dire « Oui, mais pour nous, c'est pas vraiment cancérogène ». Puis il y a un deuxième problème que je voudrais vous soulever sur le glyphosate. Ça, c'est Seralini qui l'a soulevé. Qui va pas très bien d'ailleurs, Seralini est à l'hôpital. Enfin bon. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'experts indépendants. Et bon. Ce qu'il a démontré, Seralini, c'est que pour lui, le glyphosate, c'est la substance active. Mais le pire, c'est tous les excipients qu'on met autour. Et il dit que les excipients qu'on met autour, et qui sont des hydrocarbures, qui sont de l'arsenic, où il y a énormément d'autres métaux lourds, eh bien, ça rend le glyphosate 1000 fois plus toxique. Et que plutôt que de s'attaquer sur la substance active, qui est dite substance active par les exploitants, on ferait mieux de regarder le produit dans sa totalité, puisque le produit, c'est le Roundup. C'est pas le glyphosate tout seul. Eh bien, non, l'Europe ne prend que le glyphosate. Et qui fait l'analyse du produit dans sa totalité? Eh bien, c'est nos agences nationales. Et nos agences nationales n'ont pas les moyens de regarder si c'est toxique à moyen et long terme, puisqu'ils ne font que la toxicité à court terme. Vous voyez, est-ce que ça brûle la cornée? Est-ce que ça brûle la peau? Point barre. Mais ça ne fait pas les effets toxiques et chroniques. C'est pour ça que les Américains ont attaqué Monsanto. Et quand vous avez vu les attaques, ben c'est que des agriculteurs qui avaient des leucémies, qui avaient des lymphomes Hodgkiniens et qui ont attaqué et qui ont gagné. Mais ils n'ont pas fait que la substance active. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'ils désinforment, c'est qu'ils sont tellement malins qu'ils disent « Ah mais ne prenez que la substance active, mais ne prenez pas le produit dans sa totalité ». Et là où j'en veux, moi, à l'EFSA, c'est que je leur ai dit « Mais vous êtes réductionniste, vous ne prenez qu'une petite partie ».
Alors que quand on regarde la toxicité, la cancérogénicité, la mutagénicité, etc., il faut prendre le produit dans sa globalité. Donc vous voyez la désinformation de Monsanto et de Bayer, c'est qu'ils ne prennent qu'une petite partie au niveau de la toxicité. Et nos agences nationales, qui sont quand même qui ont beaucoup moins de moyens que l'EFSA, eh bien, et en plus, on leur dit, vous regardez que la toxicité à court terme. Donc vous voyez, la stratégie qu'ont les lobbies, c'est en fait d'acheter des experts et de faire en sorte à ce que on ne regarde pas donc la dangerosité du produit dans sa globalité. L'autre scandale, puisque je suis sur les pesticides, c'est les pesticides interdits. Vous voyez, je reviens du Brésil. Alors pourquoi je suis allée au Brésil en mission du Parlement ? C'est que je fais une directive sur la déforestation importée. C'est-à-dire comment les produits qu'on achète du Brésil, est-ce qu'ils participent à la déforestation ? Donc on est allé en forêt amazonienne, et là je suis revenue, c'était avant les vacances, j'étais complètement démoralisée. Pourquoi ? Parce que, il y a Bolsonaro. Bolsonaro, c'est un ancien orpailleur, je vous signale, vous voyez, qui faisait des mines, qui exploitait des mines d'or, illégales bien sûr. C'est quelqu'un qui a dit « je laisse les clés au lobby agro-industriel ». Et troisièmement, les populations autochtones, il faut les éliminer. Alors, que se passe-t-il au Brésil ? Eh bien, on est allé visiter la forêt amazonienne, enfin une petite partie, parce c'est immense, mais on a vu que tout est en train d'être déforesté. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'au début, vous voyez, quand on voit ces énormes arbres, les populations indigènes, ils parlent d'arbres mères, vous voyez, parce que c'est des arbres gigantesques. Mais avec les instruments actuels, eh bien, en moins de 2, c'est coupé. Vous voyez, ils viennent avec une mécanisation qui a changé d'échelle et ils vous ouvrent, vous voyez, la forêt amazonienne en moins de 2. Donc, ils font des pistes de partout. Dès qu'ils font des pistes de partout, eh bien, ils mettent des bovins. Et en mettant les bovins, ils finissent de déforester. Après, ils font la culture de soja. Après, la culture de maïs. Et à l'heure actuelle, mais c'est en train d'être complètement... Vous voyez, la forêt amazonienne disparaît, mais de façon incroyable. À la fois le long des cours d'eau, parce qu'ils s'en servent avec des barges, vous voyez, pour transporter le soja, le bétail, etc. Et en même temps, sur les forêts et les pistes, c'est la même chose. Et ils vont dans les zones protégées, là où il y a les peuples autochtones. Alors quand vous voyez d'un côté tous ces Brésiliens qui cherchent de l'emploi et qui sont tous armés, puisque maintenant Bolsonaro a dit les armes, tout le monde peut en avoir, eh bien à côté, quand vous avez les populations autochtones avec leurs armes qui sont des flèches et des arcs, eh bien ils sont tous en train d'être décimés. Alors décimés avec la force, décimés avec les mines d'or illégales dans les zones protégées où normalement il y a ces peuples autochtones, avec l'histoire du mercure. On a auditionné là des chercheurs qui montrent que dans tous les cheveux de tous les peuples indigènes, vous avez du mercure. Et ce qui les avait mis en alerte, c'est que dans les villages, ils demandaient, vous savez, des chaises pour handicapés. Ils se disent, c'est bizarre, pourquoi ils demandent autant de chaises ? Mais le mercure, c'est neurotoxique. Et vous avez des gamins maintenant qui ne peuvent plus marcher. Vous voyez, qui deviennent complètement débiles, qui sont crétins. Et donc, c'est l'horreur. Vous voyez, je suis sortie de là. Populations autochtones qui sont décimées par l'agro-business, une population hyper violente, parce que les mecs, vous n'allez pas jouer avec eux, parce qu'ils sont tous armés. Vous avez 20 millions de personnes en Amazonie, et pour eux, faire des mines d'uranium, parce qu'en plus, le malheur de l'Amazonie, c'est que c'est très riche en or. Donc les mecs, ils sont tous en train de partir en pirogue pour aller trouver et faire des... Parce qu'ils font des espèces de lacs, vous voyez, superposés avec le mercure et ils contaminent tout. Alors, on est parti en avion et on a vu, mais la quantité de mines d'or, mais c'est l'horreur. Alors, si le 2 octobre, Bolsonaro est reconduit, eh bien, c'en est fini, la population amazonienne, dans 10 ans. Ah, mais je vous assure, Alors, vous revenez de là et vous vous dites, il faut absolument arrêter
ces contrats commerciaux entre l'Europe et le Brésil. Puisque nous, on veut éviter la déforestation, mais le problème, et on est allé à Carrefour, à Sao Paulo, ainsi qu'à Brasilia, pour regarder la viande qu'ils vendaient. Alors bien sûr, c'est la viande brésilienne. Et on regardait la traçabilité, aucune traçabilité. Alors j'ai dit à Carrefour, mais c'est illégal ce que vous faites. Vous avez l'obligation de la traçabilité pour savoir si les élevages participent à la déforestation. Ah mais dans ce pays, c'est impossible. Oui, sauf que c'est de la viande qu'on importe en Europe. Et donc on devait importer 90 000 tonnes de viande avec l'accord du Mercosur entre le Brésil et l'Europe. Mais vous voyez que si on fait ça, on est responsable de la déforestation là-bas. Et le soja qui fait la fortune des agriculteurs au Brésil, eh bien le soja, ça sert à nourrir nos volailles. Ça sert à nourrir les porcs. Ça sert à nourrir le bétail européen. Est-ce qu'on a besoin du soja brésilien? En plus qui est OGM, bien sûr, parce que tous ils sont OGM. Vous voyez qu'on marche sur la tête quand vous voyez ça. Et quand j'ai vu, parce que j'étais avec plusieurs collègues européens, on s'est dit, il faut bloquer le système. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le bloquer? Parce que derrière, quand je vous ai dit la complicité des autres, vous avez tout l'agrobusiness européen. Et dans l'agrobusiness européen, vous avez qui? La Copa-Cogeca, qui fédère tous les gros conservateurs des agriculteurs. En France, vous avez la FNSEA, qui veulent absolument le soja brésilien. Et alors, comment on va faire? Si vous dites aux éleveurs, ah mais le soja qui coûte tant, et qui vient du Brésil, et qui participe à la déforestation, il faut arrêter. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver le soja ou des légumineuses en Europe. Mais il y a eu des accords commerciaux qui font qu'on a dit, non, le soja, ça sera cultivé en Amérique latine. Donc vous voyez, comme le système est compliqué et bloqué par le tout pouvoir de l'agrobusiness. Alors notre seul espoir, c'est que quand on est allé à Sao Paulo discuter avec les ONG, discuter vraiment avec la société civile, les syndicats, etc., ils disent on va voter Lula. Mais quand je regarde tous les décideurs, puisqu'on a réuni tous les décideurs, vous voyez qu'il y avait une influence au niveau de l'agriculture, ils voteront tous Bolsonaro. Et Bolsonaro, comme dans les sondages, il n'est pas très bien placé, il dit, si jamais je perds, je dirais que les élections sont illégales. Il va nous faire du Trump, quoi. Donc c'est pour vous dire que le problème, vous voyez, il n'est pas seulement européen, il est mondial. Parce qu'on a laissé le pouvoir à ces multinationales où on ne leur demande pas de compte. Et quand nous, on leur demande des comptes sur la traçabilité, il faut aller jusqu'au bout en disant, on arrête les importations. Il vaut mieux acheter de la viande plus chère de nos éleveurs européens que d'acheter de la viande pas chère qui vient du Brésil et qui participe à la déforestation. En plus, alors les antibiotiques, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Mais alors, ils disent, on ne va pas le vendre dans les boucheries, on le mettra dans les produits transformés. Dans les pizzas, vous voyez, dans les boules de viande, dans les trucs où là, il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas exactement d'où vient la viande. C'est juste une information pour vous. Hein, quand vous achetez des trucs comme ça, les produits transformés, il vaut mieux pas trop. Bon. Et alors, pour en revenir à mes pesticides, c'est que le Brésil, c'est le pays qui importe le plus d'Europe des pesticides interdits en Europe. Et l'atrazine, qui est interdite depuis 2003, la permétrine, qui est interdite depuis une dizaine d'années, eh bien, 44% des pesticides employés au Brésil sont des pesticides interdits en Europe. Alors moi, je me bagarre pour que ces pesticides interdits ne soient plus produits, ne soient plus stockés, ne soient plus exportés. Eh bien là-dessus, le lobby des pesticides me répond « Ah mais non, vous allez à l'encontre de la libre concurrence, de la liberté d'entreprendre. Et si jamais vous bloquez en Europe la fabrication, parce que c'est les Européens qui sont les plus gros fabricants, hein, c'est BASF, c'est les Allemands, hein,
c'est Bayer et c'est Syngenta qui sont les Suisses. L'atrazine, elle vient de Suisse. Hein. Via, bien sûr, la France où on a des stockages aussi d'atrazine. Eh bien, ce qui est quand même dingue, nous, c'est interdit pour sauvegarder notre santé. Eh bien, là-bas, et alors après, c'est les avions qui les épandent. Vous voyez, c'est pas plante par plante, c'est carrément les avions qui vous répandent ça et qui s'en servent comme arme contre les peuples autochtones. Vous voyez, ils balancent les pesticides dans les villages, comme ça les gens ils tombent malades, et puis comme ça ils sont éliminés. Non mais vous vous rendez compte, cette guerre, alors quand vous voyez ça sur place, franchement, quand je suis revenue, j'ai dit il faut encore gueuler encore plus, quoi. Il faut convaincre. Donc on va faire venir les peuples autochtones, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont ragaillardi quand même, ces peuples autochtones, parce que c'est les femmes qui portent ça. Vous voyez, on voit souvent Raoni. Vous voyez Raoni avec ses lèvres, tout ça. Le cacique Raoni. Alors, il y a quelques caciques, mais ça n'a rien à voir avec les femmes. Hein. Il y a des femmes, bon sang, qu'elles se bagarrent vis-à-vis de leur peuple. C'est incroyable. Et là, elle se présente aux élections pour être députée. Parce qu'elle dit, il n'y a pas de raison avec ces blancs-là. On leur fait plus confiance. Nous, on veut aller au niveau du Parlement, on veut se bagarrer pour être présent. Parce qu'on n'est pas suffisamment défendu. Donc, regardez bien ces élections le 2 octobre. Hein. Parce que, je vous dis, si c'est Bolsonaro, alors vous savez quand on dit l'Amérique latine, le poumon, enfin c'est la première forêt tropicale du monde, quand même, l'Amazonie. Mais avec des gens comme ça, alors nous, on va planter quelques arbres, mais là, c'est fini, quoi. Bon, donc c'est pour ça que la situation est dramatique. Et où, nous, on a une certaine responsabilité quand même. Donc, ils nous désinforment et quand, alors on l'a bien vu sur Monsanto, quand il y a des études qui montrent qu'il y a des effets, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils payent des chercheurs pour montrer qu'il n'y a pas d'effet. Et ça, c'est nouveau parce que, vous voyez, jusqu'à présent, le lobby, il était sur sa technique. Vous voyez, il fabriquait des pesticides, il fabriquait des portables, il fabriquait des centrales nucléaires, etc. Mais maintenant, ils ont compris la combine. La combine, c'est de payer des chercheurs qui sont mal payés ou qui se font acheter, qui font des études. Alors, ils disent, vous voyez, c'est l'université Intel qui a fait l'étude, sauf qu'ils se sont fait payer l'étude par les lobbies. Et là, après, ils créent le doute. Les premiers qui ont fait ça, c'était le lobby du tabac, je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand on disait que le tabac était dangereux, eh bien, ils payaient des chercheurs pour dire non, il y a des études qui montrent que ça peut être même positif. Hein? Même à un moment, sur le Covid, ils disaient que les fumeurs, ils craignaient moins le Covid que les autres. Mais c'était le lobby du tabac derrière. Vous voyez, ils sont redoutables. Et après, pour ce deuxième dé de la désinformation, ils achètent les experts des agences. Vous voyez, quand il y a un chercheur ou une personne qui est assez influente, qui intervient bien dans les réseaux sociaux et qui a un certain bagage scientifique, eh bien, ils le font introduire dans les agences, mais ils travaillent pour les lobbies. Alors c'est pour ça qu'à l'EFSA, on a vu qu'il y a énormément de conflits d'intérêts avec des lobbies industriels. Et on les a fait virer. Mais on les a fait virer, parce que vous voyez, on a fait quand même toute une enquête, mais il y en a toujours qui arrivent. Vous voyez, les conflits d'intérêts, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est redoutable. Et puis alors le troisième dé, il diffère. C'est-à-dire que quand il y a quand même pas mal d'études qui montrent qu'il y a un effet, ils disent oui, mais il faudrait refaire des études. Il n'y a pas assez d'études. Et on est reparti comme en 14. Et donc, ils gagnent du temps. Et en gagnant du temps, eh ben, vous voyez, tous ces produits sont élaborés, etc. Voilà la situation de l'agro-business en Europe. Et en Europe, ils investissent 32 millions chaque année pour faire ce lobbying. Alors, ils le font où? Ils le font bien sûr à la Commission européenne, parce que c'est la Commission qui élabore les directives. Ils le font dans les États membres, et puis après, ils vont voir les parlementaires. Et au niveau des parlementaires, ils font un chantage. C'est le chantage à l'emploi. Vous voyez, pour le lobby du tabac, là, quand ils voulaient nous dire
Ah, mais les cigarettes, ok, c'est dangereux maintenant, mais il y a les vapoteurs, vous voyez, les cigarettes électroniques, ça, il n'y a aucun danger. Et puis, si jamais vous trouvez qu'il y a un danger, eh ben, on supprime les entreprises qui fabriquent ça. Donc, vous voyez, ils font le chantage à l'emploi. Et ça, on l'a vu sur énormément de sujets. Sur tous les sujets, le chantage à l'emploi, c'est très important. Et alors, il y a des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, tout ça, ils se disent, si dans les zones rurales, on nous supprime l'emploi, eh ben, c'est pas bon pour nous. Donc, on va accepter leur amendement. Et il y a des amendements qui sont directement donnés par les lobbies industriels. Et il y a même eu des parlementaires qui ont été virés pour ça. Parce qu'on a fait la preuve que les lobbies ont acheté le parlementaire pour proposer ces amendements. Et ça, alors, on a pu en virer 4 ou 5. Mais à l'Assemblée nationale, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Bon. Sauf qu'à l'Europe, c'est un peu plus compliqué parce que si vous avez votre amendement, il faut quand même convaincre 753 députés européens. Donc, vous voyez, c'est plus difficile. Et là, il y a les groupes politiques qui interviennent en général pour dire ça, non, c'est un amendement pro-industriel. Vous voyez, c'est un peu plus dur, alors que plus une assemblée est petite, plus l'influence peut être forte. Et puis après, ben, vous avez un énorme lobby qui, chez nous, et je voulais vous raconter quand même l'histoire, c'est le lobby nucléaire. Alors, moi, vous savez que j'ai déclenché pour Tchernobyl, hein, quand j'avais créé la CRIRAD, où là, il n'y avait ni les réseaux sociaux, il y avait la toute-puissance du CEA, de ce fameux SCPRI avec Pèlerin, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout gris, là, qui avait le monopole sur l'information. Et Tchernobyl, ça a fait prendre conscience quand même qu'un nuage, alors maintenant on a Zaporizhzhia, hein, en Ukraine, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident là-bas, hein. On a vu qu'un nuage pouvait, vous voyez, faire 2000 km pour contaminer les territoires en France. Et après, on a eu Fukushima en 2011, et le nucléaire déclinait. Il déclinait parce que les gens se disaient, si on développe les énergies renouvelables, et puis il y avait les centrales à gaz, on se disait, bon, ben, on peut continuer sans nucléaire. Et puis après, il y a eu le réchauffement climatique qui est venu au top du top, où on a dit il faut éliminer les énergies fossiles. Et donc, il y a énormément de pays, et dont l'Europe a dit il faut absolument développer les énergies renouvelables. Ils avaient fixé des objectifs. Chaque pays avait des objectifs. La France, on est en deçà des objectifs, je vous signale. En 2020, on devait avoir 23% d'énergie renouvelable, on était à 18%. Et là, maintenant, on demande à ce qu'il y en ait plus de 40% en 2030, on en est loin. Pourquoi ? Parce que le lobby nucléaire paye Colère 26, par exemple, qui sont contre les éoliennes. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que moi, je suis pas une fanat de mettre des éoliennes partout. Mais vous voyez, le long, par exemple, de l'autoroute, hein, dans la vallée du Rhône, le long des voies ferrées, tout ça, on peut en mettre des éoliennes. En mettre partout au niveau du relief, ça, je demande à voir. Mais les éoliennes offshore, vous voyez, qui sont sur les mers, parce qu'on a quand même une quantité de côtes énorme en France, eh ben, il n'y en a pas une qui tournait. La France, c'est un des pays où il n'y avait même pas une éolienne offshore. Alors, ils font monter au créneau toutes ces assos, et ben, après les pêcheurs, après on vous dit que ça tue tous les oiseaux, après on vous dit que le béton supprime tous les êtres vivants. Oh, moi, je veux bien. Il ne faut pas être au niveau des oiseaux migrateurs, mais on voit bien que même si vous bétonnez, alors pendant 2 ans, c'est pas génial, mais après, vous avez plein d'animaux qui s'y mettent, et au contraire, vous avez un biotope assez riche qui se forme. Donc il ne faut pas... Puis vous savez, il n'y a pas une énergie super, et puis il y a toujours des inconvénients dans les énergies. Mais enfin, moi, celle-là, si ça saute, il n'y a pas de la radioactivité qui va, vous voyez, sur 2000 km. Bon. Donc on n'a pas atteint nos objectifs sur les énergies renouvelables. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, l'Europe était dans le Green Deal. Et l'Europe a dit, bon, ben, il faut établir des critères pour savoir si les énergies de demain, elles vont avoir des investissements
au niveau des banques, du privé et du public. En 2017, il y a une taxonomie qui a été faite, donc vous voyez plein de critères scientifiques pour savoir si on peut avoir des fonds d'investissement, et on l'a fait sur les énergies renouvelables. Et puis, en 2019-2020, il fallait le faire sur les autres énergies, dont le gaz et le nucléaire. Donc ils ont fait, la commission a eu un groupe d'experts payés par la Commission européenne qui conclut en fonction des critères. Alors dans les critères, il y a est-ce que ça va dans le sens d'une adaptation au niveau du CO2. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce que ça diminue la quantité de CO2 ? Est-ce que ça intervient sur la biodiversité ? Est-ce que ça intervient sur la pollution de l'eau et de l'air ? Est-ce que c'est positif sur l'économie circulaire ? C'est-à-dire que, vous voyez, on peut toujours tout récupérer. Et est-ce que ça ne nuit pas à long terme ? Donc, vous voyez, il y avait toute cette série de critères. Ils regardent le gaz, ils disent énergie fossile, ça contribue au CO2. On peut pas, pour l'instant, on n'a pas le moyen technique pour stocker ce CO2, ça peut pas rentrer. Et le nucléaire, énergie circulaire, ça marche pas parce que les déchets, on peut pas les récupérer, notamment les déchets qui sont sur des millions d'années. Ça pollue l'eau, parce que quand vous avez toutes les extractions qui sont au Niger, au Kazakhstan, etc., ça demande énormément d'eau, vous voyez, pour extraire l'uranium et surtout pour en faire du yellow cake. Donc, ça ne marche pas et en plus, ça peut nuire à long terme. Donc, le nucléaire et le gaz ne peuvent pas rentrer dans la taxonomie verte. Ça ne peut pas être des investissements durables. Voilà ce que disent les experts payés par la Commission. Oh, mon ami, le Macron, là, notre Macron, là, il s'est dit, ah, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est pas possible. Donc, il a fait pression au niveau d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne et qui est là parce que Macron a décidé qu'elle soit là. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que Mme Merkel, elle n'aimait pas cette femme. Elle a été sa ministre de la Défense et elle a été attaquée plusieurs fois pour des marchés pas très nickel, pas très clairs. Et donc, elle ne voulait pas qu'elle soit présidente de la Commission européenne. Et c'est Macron qui a dit, ça sera à elle. Donc, Ursula von der Leyen doit à Macron sa place. C'est très important, ça, pour la suite. Bon. Donc, Macron, vexé que le groupe d'experts scientifiques dise le nucléaire et le gaz ne peuvent pas rentrer dans le cadre des investissements verts, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre son bâton de pèlerin et il va aller taper à la porte de la Hongrie. Vous savez, son copain, là, Orban, qui est sur l'état de droit, vous savez ? Bon. Qui met les journalistes en prison, qui veut revoir la justice, enfin, etc. Ben là, ils sont devenus copains. Et il y avait une contrepartie. Macron a dit, je t'aiderai sur le gaz, parce que toi, il te faut du gaz, vu que tu n'as que du charbon, alors le gaz, ça sera un peu mieux. Mais par contre, tu votes pour le nucléaire. Il est allé voir la République tchèque, qui ont une centrale d'ailleurs russe. Il est allé voir, et là aussi, hein, ils ont des centrales russes, hein, ce n'est pas des centrales Kojima et Areva, ou Orado maintenant. Et il est allé voir toutes les grandes démocraties européennes. Et donc, quand il y a eu un vote au niveau des États membres, eh ben, il y avait une majorité pour mettre le gaz et le nucléaire dans la taxonomie. Alors nous, on était fous, parce que les écolos ont dit, mais enfin, il y avait des critères scientifiques, vous allez à l'encontre de ces critères. Et c'est là où vous voyez la politique. Ah, mais il fallait défendre la maison, Orano et EDF, qui sont en faillite. Et donc, Breton, qui est un pro-nucléaire et qui est commissaire au marché, eh ben, il a dit, eh ben, on va mettre 500 millions d'euros pour le nucléaire, avec de l'argent public européen. Et donc, en ce moment, ils vont puiser dans le... c'est un acte délégué. Alors nous, on ne pouvait même pas proposer des amendements. C'était oui ou c'était non. Et pour vous dire, comme ça a été quand même compliqué, l'histoire,
c'est quand il y a eu la guerre en Ukraine, il y a plein de parlementaires qui ont dit « Ah mais attendez, on ne peut pas voter sur le nucléaire avec un investissement vert puisqu'ils s'en servent comme arme nucléaire. » Et donc, il y en a plein qui se disent « Mais on est assez d'accord avec les écolos. » Et à la commission, parce que d'abord ça passe par une commission envie, c'est la commission santé, environnement et la commission économique, il y a un vote et on gagne le vote. Mais après, ça passe en plénière. Et c'est là où le lobby joue. Alors là, il y a eu 87 millions d'euros mis par tout le lobby nucléaire pour aller voir les parlementaires, pour faire pression au niveau de la commission et pour changer le vote. Et en plénière, on a perdu. Et ils ont gagné. Et la taxonomie intègre maintenant le gaz et le nucléaire. Contre tous les critères scientifiques. Alors, nous, on a dit, mais il nous faut une plateforme scientifique internationale. Et la commission a dit, d'accord, plateforme scientifique internationale. Donc, on a fait venir plein d'experts partout. Et les experts internationaux ont dit, mais enfin, vous plaisantez. Le nucléaire n'a jamais été une énergie verte. Comment on peut mettre une énergie comme le nucléaire verte alors qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, on ne sait toujours pas gérer les déchets. Et puis, s'il y a un accident, on n'est pas à l'abri d'un accident, puisqu'on a eu les exemples de Tchernobyl, de Fukushima et de Three Mile Island, etc. Eh bien non. La plateforme internationale dit non. Eh bien les députés votent oui. Eh bien là, on est tombé de haut quand même. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des ministres verts dans des États, comme le Luxembourg. Le ministre de l'Énergie, c'est un ancien collègue qui était député européen. Et ce ministre a dit « Ah, nous, on n'accepte pas ça. » Parce que le Luxembourg, ils ne sont pas pro-nucléaires. Hein. C'est un petit pays très riche, très riche. Vous savez, c'est un peu un paradis fiscal, enfin bon. Et eux, ils ne veulent pas entendre parler du nucléaire. Donc, ils vont saisir la Cour de justice européenne. Ainsi que l'Autriche. Vous savez que l'Autriche n'a jamais eu de centrale nucléaire. Ils ont toujours été anti-nucléaires. Et l'Allemagne pourrait s'y mettre. Parce qu'en Allemagne, il y a une coalition avec les Verts. Et si Habeck là, est suffisamment fort, l'Allemagne pourrait suivre pour attaquer au niveau de la justice. Donc c'est pas fini cette taxonomie. C'est pas fini. Il n'y a que la justice maintenant, vous voyez, qui va au-dessus de la politique pour dire est-ce que ça... Parce qu'aux juges, nous on ne demande pas s'ils sont pro ou anti-nucléaires. Aux juges, on leur dit, est-ce qu'en fonction des critères sur la taxonomie, vous voyez, donc, pour savoir si on investit, si les banques peuvent investir ou si le public peut investir, est-ce que ça correspond aux critères scientifiques? C'est ça qu'on vous demande. Et on va voir le juge ce qu'il va faire. Mais vous voyez ce que c'est le boulot de député européen? C'est terrible. Alors, vous croyez, alors des fois, moi je sors, je suis contente, je me dis on a gagné la commission envie, tout ça, rien n'est perdu. Eh bien, en plénière, et vous voyez, alors tout le PPE, hein. PPE, c'est les conservateurs, là. Et puis les libéraux, Renaissance, oui, Renaissance. Eh bien, c'est les libéraux, et puis alors l'ECR, ce sont les anti-européens, et puis après, vous avez le Rassemblement national. Tous, ils nous mettraient des centrales nucléaires, mais dans chaque maison, presque, s'ils pouvaient. Vous voyez, ben là, on nous a inventé les petits réacteurs, les SMR. Là, c'est nouveau, ça. Personne ne sait d'où ça sort. Donc, il faudra au moins 10 ans pour faire qui est un modèle. C'est comme le l'EPR2. Macron, il nous dit, ah ben, on va faire 6 EPR2, parce que le l'EPR1, c'est Flamanville, ça marche pas, c'est le fiasco. Donc on va faire un nouveau réacteur. Alors on va enlever une enseigne de confinement parce que ça coûte trop cher, les enseignes de confinement. Donc il n'y en aura plus qu'une. Vous voyez, il y en avait 2 quand même sur le PR de Flamanville. On n'en met plus qu'une. Le radier, trop de béton. On va réduire le béton. Non mais, dingue. Dingue. Eh bien là, les gens suivent. Et avec des jeunes. Parce que alors là, moi je m'engueule avec les gens du climat. Ils manifestent, tous mes jeunes là, pour dire il faut sauver le climat, il faut sauver le climat. Et quand on leur dit ah ben ça serait bien que mettre un peu de nucléaire, puisque le nucléaire émet peu de CO2, eh ben ils disent pourquoi pas. Donc vous voyez, après il y a un problème de génération. Nous, on a vécu les accidents.
Vous voyez, moi, Tchernobyl, 10 ans, chaque année, j'y vais pour rénover un hôpital, pour suivre des gamins, parce qu'ils sont toujours malades, nos gamins, là-bas. 20% de gamins ont toujours des effets dus à la contamination de ce qu'ils mangent. Et on ne sait pas exactement, d'ailleurs, pourquoi, si c'est après, c'est pas la transformation en métaux lourds qui fait qu'ils sont malades. Mais, vous voyez, il y a plein de recherches qui se font. Mais tout ça, ils ne le savent pas, les jeunes. Quand on leur parle du nucléaire, ils suivent Jean Covici. Je ne sais pas si vous connaissez ce mec-là, Jean Covici, qui est très bon sur le CO2. Rien à dire sur le CO2, mais sur le nucléaire, il ne connaît rien. Il faut qu'il aille là-bas voir à Fukushima comment ça se passe avec les Japonais. Et même en terrain contaminé, on dit aux gens maintenant, la prime que vous recevez, ben vous la recevez plus si vous ne revenez pas près de la centrale. Parce qu'après, c'est le chantage. Non, mais c'est incroyable. Alors c'est pour ça que je vous le disais en introduction. Vous voyez comment ça tourne. Il faut vraiment se bagarrer de façon incroyable. Et le dernier lobby, quand même, enfin, il y en a plein, mais quand même, c'est quand même le lobby pharmaceutique. Alors, c'est pas mes copains, ceux-là. Vous savez, le nucléaire, c'était pas mes copains, mais alors, le lobby pharmaceutique, encore moins. Parce que ceux-là, c'est des milliardaires de milliardaires, maintenant. Avec l'histoire du Covid, Pfizer, BioNTech, Moderna, ils se sont fait... Alors, j'aime pas cette expression, je ne vais pas la sortir. Mais, vous avez compris. Bon. Des choses en or. Il faut que je regarde l'heure, parce que je ne regarde pas l'heure. Ah oui. Oui, on a... Eh ben, je vais terminer sur ça, parce que là, ce lobby pharmaceutique... Et je vous dirai quand même 2 mots sur l'histoire du Covid, parce que c'est pas passé chez moi. Pourquoi c'est pas passé? Bon, il y a eu une épidémie, l'Europe s'est dit, il faut faire un achat groupé, on va pas les laisser les petits pays, vous voyez, comme Slovénie, Roumanie, tout ça, tout seul, ils ont moins de fric, donc on fait un achat groupé, on va distribuer. Ok. Jusque-là, pas de souci. Là-dessus, on vote... plus de 2 milliards d'euros pour dire au labo, on vous file une avance. Mais trouvez-nous un vaccin. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a filé du fric à Sanofi, à Pfizer, à Moderna, à AstraZeneca, Johnson & Johnson. Vous voyez, il y a 6 labos qui ont été choisis par l'Europe et on leur a filé, eh bien personne ne sait. Personne ne sait parce qu'on me met secret défense. Alors, j'ai eu l'info. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes italiens, alors merci aux journalistes italiens, qui m'ont trouvé les infos. Sanofi, on leur a filé 400 millions d'euros. Moderna, on leur a filé 300 millions. Pfizer, je crois que c'est 450 millions d'euros, etc., etc. Mais alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est que s'ils ne trouvaient pas de vaccin, est-ce qu'ils remboursaient? Eh ben non. Sanofi, il a empoché 400 millions d'euros, il n'a pas sorti de vaccin, eh bien c'est pour leur poche. Après, deuxième chose, je me dis, on a passé ces contrats avec les labos, est-ce qu'ils sont responsables en cas d'effet secondaire? On me dit, secret défense. On a eu accès, alors, bien sûr, je demandais chaque fois la transparence des contrats, j'ai dit, écoutez, on vous a donné de l'argent, mais j'en veux beaucoup à la commission, parce que les labos qui gardent le fric, bon, vu comme ils sont corrompus, oh. Mais la commission, c'est nous. Eh bien, on me disait chaque fois, mais non, mais vous vous rendez pas compte, il y a une concurrence entre eux, il faut attendre la fin des contrats, tatati tatata, gna 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 gna. Après, il y a eu tellement d'autres députés qui boostaient que ils ont dit, ok, on va ouvrir une salle de lecture, vous allez avoir les contrats. Alors, on a eu le contrat CureVac, qui n'a jamais sorti de vaccin. On a eu le contrat AstraZeneca. Et puis, on a eu un 3e contrat. Je vais dans la salle de lecture, mais impossible de prendre des photos. Impossible de faire des photocopies. Impossible d'avoir un expert juridique. Hein, j'avais juste un papier, un crayon, et j'avais que 3 quarts d'heure. Et quand j'ai regardé de près,
tout ce qui m'intéressait, le prix du vaccin, vous voyez, c'est quand même une information qu'on devrait avoir, puisque ça touche la sécurité sociale. Eh bien, secret défense, c'était biffé en noir, rayé. L'histoire de la responsabilité des effets secondaires, tout en noir. Qui est responsable en cas d'effets secondaires? Eh bien, on ne sait pas. Est-ce que les pays membres sont obligés d'acheter les vaccins? Tout en noir. Et ce que j'ai appris après, c'est que, en fait, tous les États membres sont obligés d'acheter des vaccins, quel que soit l'état d'urgence vis-à-vis du Covid, jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Alors attendez-vous qu'en automne, on va pousser à ce que vous vous fassiez vacciner. Parce qu'ils vont avoir des doses dingues. Et il faut finir les stocks. Hein, il faut finir les stocks. Après, qu'est-ce que j'avais demandé? Donc le prix, le truc, ça. Et alors la composition. Alors ça, la composition, c'est secret commercial, c'est la recette de cuisine, pas question, même s'il y a des produits toxiques. Bon. Et vous savez qu'il y a en ce moment une commission spéciale sur le Covid au Parlement européen. Et donc, on auditionne les labos lundi. Et j'ai préparé quelques questions. Moderna. Au début, Moderna, 18 € la dose. Ils sont passés à 25 € la dose. Vous m'expliquez pourquoi ils augmentent le prix? Parce que 25 € la dose, avec les milliards de doses qu'on leur commande, vous imaginez que ces mecs, ils sont plus que milliardaires. Et tous leurs actionnaires, pareil. Alors on attaque Total, à juste titre, vous voyez, avec l'argent qui se fond sur le prix du pétrole. Mais personne n'attaque les labos. Ils devraient rendre aussi tout l'argent qu'on leur donne. Bon, et puis, enfin sur le prix, donc aucune justification. Et quand j'ai regardé Imperial College, qui a fait une étude sur les doses, ils disent que Moderna et Pfizer, la dose revient à 1,85 €. Donc vous voyez qu'ils sont en train de nous ruiner la sécurité sociale, parce que ce sont les États membres qui achètent. Et sur l'histoire des effets secondaires, puisqu'on a eu des fuites, eh bien, c'est chaque État membre qui doit payer les effets secondaires de la personne qui porte plainte. Et qu'en plus, l'État membre paye les avocats des laboratoires pharmaceutiques. C'est pas beau, ça? Ils vont payer les avocats des laboratoires pharmaceutiques parce que les labos pharmaceutiques disent « Nous, on vous a fourni les vaccins, il est hors de question qu'on ait des attaques au niveau des victimes des effets secondaires. » Et puis les conflits d'intérêts. Regardez la France. Imaginons qu'il y ait des morts, et il y en a eu des morts dues à la vaccination. Eh bien, tous les effets secondaires, par exemple sur les femmes, vous savez qu'il y a énormément au niveau des cycles menstruels des femmes, enfin, etc. C'est assez terrible. Et puis l'histoire cardiaque, enfin, etc. Eh bien, la France n'a pas intérêt à faire remonter les effets secondaires. Parce que si elle fait ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire la remontée des effets secondaires, c'est elle qui va payer. Donc vous voyez dans quel entonnoir on est, dans quelle seringue on est. C'est le cas de le dire. Alors, c'est vrai que les labos et... Alors, pour finir mon histoire, donc j'ai demandé l'accès au contrat. Alors, bien sûr, la commission a dit, pas question, donc j'ai encore attaqué à la justice. On a saisi, 5 députés, toujours, verts, on a saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès au contrat. Parce que vous dites, bon, ben, c'est le Covid, mais maintenant, tous les contrats sur les médicaments, etc., public-privé, eh ben, c'est confidentiel. Donc moi, je suis parlementaire. Je suis à la commission de contrôle budgétaire et je ne peux pas contrôler l'exécutif. Mais vous voyez, ce qui me rend malade, je ne suis pas si malade que ça, mais enfin, ce qui me rend hargneuse, c'est qu'il y a une complicité de nos institutions. Parce que si nos institutions étaient pour l'intérêt général, elles mettraient une conditionnalité aux labos. Or, elles sont complices des labos. Même les États membres, quand je vais voir mes ministres de la Santé, je leur dis, mais ça ne vous choque pas qu'on n'ait pas accès à ça? Ah ben non, c'est le jeu, il faut jouer ce jeu-là. Mais pour qui? Pour les labos? Vous voyez, et puis même les présidents de commission, président de la commission contrôle budgétaire, qui est une Allemande, Holmeyer, quand je lui dis, mais enfin, Madame la Présidente, si on ne sait même pas combien on donne aux labos, comment on va contrôler l'exécutif? Combien de millions ont été donnés?
Comment on va contrôler le budget? Eh bien, elle dit, ouais, mais bon, on laisse faire. Vous voyez, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Parce que les gens ne demandent pas des comptes. Enfin, pour tout vous dire, parce que là, je crois que j'ai dépassé l'heure, donc il faut... Alors, que les lobbies y soient, c'est une réalité, ils ont leur mot à dire, qu'on les entende, moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est comment, à l'heure actuelle, avec l'argent, ils achètent tout. Vous voyez, ils achètent la conscience, ils achètent les chercheurs. Comme, vous voyez, si on met peu d'argent dans la recherche publique, eh bien, les chercheurs vont passer des contrats avec le privé. Ils s'immiscent dans les agences. Pour vous donner un exemple français, par exemple, on a un ministre de l'Agriculture qui est Marc Fesneau. Eh bien, son ex-chef de cabinet, quand il était ministre des Relations avec le Parlement, eh bien, elle est allée où? Elle est allée dans la plus grosse entreprise de pesticides, Phyteos. Non, mais vous trouvez ça normal? Et il faudrait, pour en conclure, faire comme les Canadiens. Les Canadiens, vous êtes dans le public, eh bien, pendant 5 ans, vous ne pouvez pas aller dans une boîte qui est en relation avec ce que vous avez fait dans le public. 5 ans. Alors, au niveau de certains pays, c'est 3 ans. Mais pourquoi ils sont vachement intéressés? Parce que vous avez le carnet d'adresses. Vous avez tous les contacts. Et là, ils peuvent s'immiscer de façon incroyable. Et vous voyez que c'est bien dans les institutions et dans les textes que vous pouvez clarifier quel est le rôle des lobbies et quelles sont leurs limites. Et redonner du pouvoir aux politiques. Il faut que les politiques reprennent du pouvoir. Alors que là, on a l'impression que c'est des suivistes de l'argent, en fait. Et nous, pauvres consommateurs, eh ben, vous voyez, on vous dit, ah mais le prix de l'électricité va augmenter. Eh ben oui, on vous a dit, le nucléaire, c'est génial, vous aurez de l'électricité pas chère. Ah ben oui, on a tous nos réacteurs là qui sont en panne. On a 32 sur 56. Vous voyez comment on se fait manipuler. Alors, il faut s'informer vraiment. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, il y a tout et son contraire, donc il faut regarder de près quand même. Il ne faut pas tomber dans le complotisme non plus, vous voyez, mais il faut trouver un chemin où ça soit l'intérêt général qui prime. Et pour ça, ben, ça dépend de nous tous. Hein? Mais quand même, le poids des lobbies à l'heure actuelle, il est phénoménal. Parce qu'il y a trop d'argent. Et après, avec cet argent, eh ben, ils embauchent des gens et qui sont en train de manipuler tout le monde. Et donc, il faut vraiment réagir. Et ça demande beaucoup d'énergie renouvelable. Voilà, merci. Merci Michel Rivazé. C'est vrai que le format des conférences, on l'a fait sur 1 heure. Certaines pourraient durer un peu plus, même toutes, hein, puisqu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement d'informations à vous communiquer. On a encore un peu de temps, on va le passer sur les questions-réponses, de façon à ce qu'on puisse alimenter donc ce débat. Merci beaucoup Michel de votre intervention et puis de nous rappeler quelque chose qui me semble tout à fait important, c'est la question de la recherche publique. Voilà, pour effectivement ne pas fragiliser les recherches scientifiques. Et effectivement, si les chercheurs ne sont que dans le domaine privé, je crois qu'il faut être critique des institutions publiques actuellement, mais on a un levier, il me semble, extrêmement important pour maintenir une recherche publique de qualité et évidemment indépendante. L'objectif, c'est que collectivement, on paye une recherche clinique plutôt que fondamentale sur ces questions-là pour avancer, faire bouger les choses. La deuxième chose, alors ma question serait au niveau européen. Est-ce qu'il peut y avoir un peu plus de pouvoir du Conseil de l'Europe, qui est consultatif et pas contraignant, mais dans le jeu des institutions européennes, est-ce qu'il ne faudrait pas que le Conseil de l'Europe, qui est quand même une de nos institutions qui est garant nos droits européens, soit beaucoup plus puissante et contraigne les autres institutions, dont le Conseil européen,
européen ou la Commission européenne. Voilà, et vous nous avez peut-être pas rappelé la réponse de la Commission européenne concernant la vaccination des enfants. Donc je suis représentant moi de l'association REVAV, qui est le réseau d'accidents des victimes d'accidents vaccinaux en France. Donc nous sommes à disposition du public pour faire remonter les effets secondaires des vaccins et effectivement mettre une pression importante sur la connaissance des produits toxiques dans notre environnement. Il faut vraiment une mobilisation citoyenne importante et du travail des citoyens pour faire remonter les effets secondaires des vaccins. Alors, merci pour la question. Surtout, c'est qu'on a un peu de temps. Alors, c'est vrai que c'est important, c'est de faire des questions courtes. Ça va, Michel? Question courte, réponse courte. Recherche publique, il est très important d'investir dans la recherche publique. Si on laisse la recherche publique dans les mains du privé, eh ben, vous achetez tous les chercheurs. Donc, franchement, c'est très important. Après, la deuxième chose, c'est la transparence sur le coût des médicaments. Par exemple, hein, si je prends les médicaments. Parce que quand c'est les labos qui établissent les prix. Mais il faut leur dire, dans votre prix, quelle est la part de la recherche publique? Parce que sinon, ils ont le brevet, et le brevet dure 20 ans, donc ils ont le monopole là-dessus. Et je trouve que ça, il y a une opacité sur le prix des médicaments qui est pas normale. Vous voyez, l'ARN messager, ça a été trouvé par quoi? Par une université américaine, publique. Après, il y a Moderna qui a acheté les brevets. Pfizer, en ce moment, ils sont en train de s'engueuler d'ailleurs, parce qu'ils disent que l'un a piqué le brevet à l'autre. Enfin, mais c'était public. Mais ça, vous voyez, on doit le retrouver au niveau du prix, ce qui n'est pas le cas. Conseil de l'Europe, c'est les droits humains. Alors, c'est vrai que sur la vaccination, on aurait pu... L'obligation vaccinale, par exemple, ça serait vraiment à poser au niveau du Conseil de l'Europe. Est-ce qu'on a le droit d'obliger tout le monde à se faire vacciner? Ça, c'est une vraie question éthique. Hein? Et moi, les écolos, on a toujours défendu la liberté vaccinale, même si certains ont dérogé à la règle. Bon. Mais c'est ça, en fait, chacun décide. Si vous décidez de ne pas vous faire vacciner, c'est votre droit, c'est vous qui évaluez vos risques. Mais de là d'obliger l'obligation vaccinale, alors on a eu une obligation vaccinale déguisée, mais de là à l'obliger, je trouve que là, c'est quand même un truc qu'on devrait poser au niveau du Conseil. Vaccination des enfants, vous avez tout à fait raison, parce que c'est un vrai sujet. Moi, je vais faire une audition parallèle, parce qu'ils ne veulent pas en parler, ça pour vous montrer que cette commission spéciale à l'Europe, elle est spéciale. Et quand même, un bon point pour la France. J'ai regardé tous les chiffres. La France est le pays européen qui a le moins vacciné les gamins. De 0 à 12 ans, on est le pays qui a le moins vacciné les gamins. Donc vous voyez qu'il y a toujours un esprit rebelle chez les Français. Rappelez-vous la grippe H1N1 avec Madame Bachelot, hein, où il a fallu balancer les doses. Parce que les Français, ils n'étaient pas des fanas pour se faire vacciner. Mais là, maintenant qu'ils veulent vacciner les petits, hein, vous savez, Pfizer et Moderna, ils veulent absolument faire vacciner les petits. Il faut absolument faire remonter ça. Parce que même la défenseure des droits française a dit, quand on regarde l'évaluation risque-bénéfice, quel est le bénéfice pour les gamins? Si c'est pour protéger les adultes se font vacciner. Mais pourquoi vacciner des gamins alors qu'ils ne déclenchent pas le Covid? Vous voyez, je trouve que quand même, c'est... Et regardez l'avis de défenseurs des droits, c'est assez intéressant. Voilà. Merci Michel. On a une question ici. Bon, merci beaucoup. Dans le prolongement de ce sujet... Oh. Merci. Merci. Alors, c'est juste une information. Samedi prochain, à 14h, place Félix Poula, justement, il y aura des gens qui se déplacent de la France entière pour témoigner sur les effets secondaires. C'est à Grenoble, place Félix Poula, samedi 10 à 14h. Des gens de la France entière viendront témoigner sur les effets secondaires. Ce sont des gens qui ont perdu des proches, des vaccinations, des gens handicapés à vie. Il y aura donc la Ligue nationale pour aller faire des vaccinations. Il y aura le REVAV, il y aura Verity France, c'est organisé par Gros Live. Il y aura aussi Action Perpignan. Voilà. Venez témoigner avec des témoignages, avec des repentis et avec des personnes médiatiques. Ça peut bouger. Merci. Merci. Alors. Merci. Merci de votre présentation.
Est-ce que vous pourriez, moi je ne connais pas suffisamment le fonctionnement de tout ce fonctionnement au niveau de l'Europe, pourriez nous expliquer, vous nous avez dit qu'il y avait des contrats qui ont été signés avec les pays d'Amérique du Sud pour avoir des échanges, contre lesquels vous battez, il y a eu des contrats qui ont été signés avec les industries pharmaceutiques contre lesquels, que vous dénoncez. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qui a signé ces contrats, avec quel pouvoir ils ont ces gens pour signer des contrats sans vous en rendre compte. Merci. Ouais. Alors, là, il y a plusieurs types de contrats. Premier contrat sur le Covid, c'était des contrats où les États membres avaient délégué à la Commission le fait de faire des achats groupés. Donc la Commission avait besoin de budget. Donc là, les parlementaires ont voté un budget, je vous ai dit, d'1,8 milliard au début. Et cet argent-là, c'est la Commission qui a décidé avec qui ? Les États membres, certainement, mais personne ne sait, de le distribuer aux 6 labos qui avaient été choisis. Donc ça, c'est un contrat qui lie la Commission européenne avec les laboratoires pharmaceutiques. Normalement, avec l'information des États membres. Mais pour vous dire, pour négocier, il n'y avait pas que la directrice générale de la santé, Madame Galina, il y avait 7 experts, dont un expert français, un expert espagnol, un néerlandais, etc. On a demandé le nom des experts. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous dise ? Secret défense. Parce que si on avait le nom, on aurait pu les influencer. Vous pensez ? On aurait pu les influencer. Et eux, s'ils avaient des conflits d'intérêts, comment on peut le savoir ? Alors, on a cherché. Eh bien, il y en avait un qui avait un gros conflit d'intérêts avec le syndicat de l'industrie pharmaceutique, qui était l'expert suédois. Vous voyez ? Donc, comment ça marche ? C'est dingue. Maintenant, après Mercosur, les contrats commerciaux. Les contrats commerciaux, c'est la Commission qui les élabore. Et après, il y a un vote du Parlement européen. Et le Mercosur, c'est Macron qui l'a bloqué. Parce que Macron, quand il y a eu la signature de l'accord de Paris, Bolsonaro a dit « Moi, l'accord de Paris, je m'en fous ». Et comme ça ne lui a pas plu, Macron, d'ailleurs, ils se détestent tous les deux. Hein, Bolsonaro, il ne faut pas parler de la France. Hein, parce que bon... ça c'est un bon point quand même pour... Il a dit on bloque l'accord du Mercosur. Vous voyez, l'accord du Mercosur, c'est Commission européenne avec vote du Parlement. Et pour l'instant, on n'a pas voté au Parlement cet accord du Mercosur. C'est pour ça que mon voyage au Brésil, eh bien, je ferai tout pour qu'on bloque cet accord du Mercosur. Puisqu'on n'a aucune traçabilité, parce que tous les documents sont faux. J'ai vu la police fédérale brésilienne qui me montrait tous les faux. Vous voyez, ils disent il y a une bonne traçabilité, et puis c'est les mecs du business qui signent. Enfin bon, c'est dingue. Bon. Donc ça, on va essayer de le bloquer au niveau du Parlement. D'accord ? Mais ça, c'est les accords commerciaux, c'est le TAFTA à un moment avec les États-Unis, vous vous rappelez ? Il y a eu l'accord avec le Canada, qui a été le CETA. Il y a eu l'accord récemment avec la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, ça, c'est des accords qui lient l'Europe avec certains pays, mais où ça doit être voté au Parlement. Bien. Ouais. On va encore prendre 2 questions. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Une petite question sur les perturbateurs endocriniens. Il me semble qu'il devait intégrer prochainement la classification des produits chimiques et avec une obligation justement de pictogramme. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Europe ? Où ça en est aujourd'hui, s'il vous plaît ? Alors, ça avance. Effectivement, quand c'est reconnu comme un perturbateur endocrinien, normalement, ça ne doit pas être utilisé, mais il y a plein de produits qui sont des perturbateurs endocriniens et qui sont encore utilisés dans les biens publics. Donc, il faut trouver des alternatives pour remplacer ces perturbateurs endocriniens. Mais on a pris beaucoup de retard parce que la directive REACH, elle devait intégrer les perturbateurs endocriniens. Pour l'instant, elle ne les a pas intégrés. Il y a l'ECA qui les a un peu intégrés, mais vous voyez, ce n'est pas systématique. Et puis, il y a des listes qui se font. Parce que c'est pareil, il y a des critères. Et il y a eu toute une discussion sur les critères sur les perturbateurs endocriniens. Et là-dessus, l'industrie chimique est intervenue en disant « Ah, mais vous voyez un perturbateur endocrinien comme le mercure, eh bien, c'est pas plus dangereux que les cornichons qu'il y a dans vos boîtes. » Donc, voilà, il y a du boulot à faire encore sur les perturbateurs endocriniens.
Mais il y a une reconnaissance de leur toxicité, etc. Maintenant, il faut que on passe aux actes, qu'on les élimine. Et ça, on n'en est pas encore là. Très bien. On va prendre la dernière question, là, au fond. Ici. Bonsoir et merci pour tous ces éclaircissements sur le fonctionnement de nos politiques. On est bien d'accord qu'il y a un gros problème de lobby. Je suis aussi d'accord que le nucléaire n'est pas vert. Mais actuellement, on produit 80% d'électricité nucléaire en France. Ça veut dire que si on arrête ça, on a de l'électricité plus qu'un jour par semaine, y compris pour l'industrie, etc. Qu'est-ce qu'on met à la place ? Est-ce qu'on est prêt à se faire couper les lecs 6 jours par semaine ? Oui, mais il ne faut pas que vous voyez les choses comme ça. D'abord, on n'a jamais dit on arrête le nucléaire du jour au lendemain. Parce qu'on est devenu tellement dépendant avec le nucléaire. Parce que, bon, vous dites 80, on est... À l'heure actuelle, on est à 58%. Puisque avec tous nos réacteurs arrêtés. Il faut une sortie progressive. Et pour ça, il faut développer les énergies alternatives. Je parlais du solaire, il y a l'éolien, il y a la biomasse. Et puis, il faut vraiment développer aussi tout ce qui est stockage. Parce que, si vous voulez, notre problème, c'est le stockage de l'électricité quand même. Bon. Il y en a qui sont en train de développer l'hydrogène vert avec des énergies renouvelables. C'est une boîte, d'ailleurs, qui est pas loin, là, qui est à Pont-en-Royan, là, McPhy. C'est une boîte remarquable qui travaille pour les Italiens, et vous voyez, qui est installée ici, qui développe de l'hydrogène avec des énergies renouvelables. Donc ça demande du temps. Mais ce qu'il faut, c'est fermer progressivement. Vous voyez, ma peur, je vous le dis franchement, ma peur, c'est qu'on a 32 réacteurs de 900 MW qui arrivent à plus de 40 ans. Et vous savez qu'un réacteur qui vieillit, c'est un réacteur à risque. Alors, on a dit nouveau EPR, on a vu Flamanville qui a plus de 12 ans de retard, avec au début 3,5 milliards, on est à 19,5 milliards. Donc, quand on dit construire 6 autres réacteurs et même pas les mêmes, puisqu'on parle de l'EPR2 maintenant, vous voyez, ça va pas, puisque pour construire un réacteur, il faut 15 ans. Donc, c'est trop tard. Quel est le problème des micro-réacteurs qui sont à bord des bateaux, des sous-marins ? Les SMR, si vous voulez faire ces petits réacteurs de 120 à 300 MW, le problème, c'est que ça va coûter très cher par rapport à l'énergie qu'ils vont produire. Et puis, c'est toujours aussi le problème du combustible, parce que ça va user encore plus de combustible. Et qu'on n'a pas le module de fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, c'était en 97 sous Jospin. On parlait de l'EPR, 97. Et déjà, à l'époque, je leur disais, bon, cet EPR, il était en construction sur le papier. C'est très long, vous voyez, à faire entre le moment où on le fait sur le papier et la réalisation technique. Les SMR qu'a lancé Macron, c'est en fait Orano qui avait lancé ça, c'était pour l'Afrique. C'était pour dire, il y a de très grosses villes en Afrique, autant mettre un petit réacteur nucléaire avec les techniciens français ou russes, parce qu'il y a les Russes qui sont beaucoup plus en avance que nous d'ailleurs là-dessus, parce qu'eux, ils ont carrément une plateforme où ils mettent un petit réacteur pour alimenter en Sibérie, vous savez, l'extraction du gaz. Enfin bon, passons. Mais nous, on n'a pas le design, donc ça va faire des 10-20 ans encore. Vous voyez, il y a un problème de délai entre le moment où on décide le nucléaire et le moment où ça fonctionne. Oui, mais là, il y a urgence par rapport à l'augmentation. Eh bien, l'urgence, c'est que par les énergies renouvelables. Il faut faire du offshore, de l'éolien offshore. En 3 ans, ça marche. Alors que si vous lancez l'EPR, il faut 15 ans. Donc, moi, je suis, vous voyez, pragmatique. Il faut qu'on en sorte du nucléaire, mais on ne peut pas le faire du jour au lendemain, sinon, c'est ce que vous dites. Ça sera... mais il faut... les réacteurs les plus vieux, il faut les arrêter. Vous voyez, on ne veut pas arrêter Tricastin. Tricastin, il y a des fissures dans la cuve. Pourquoi on ne veut pas l'arrêter ? Parce qu'il va y avoir une pression monstre cet hiver-là. Parce que EDF a dit, on va rouvrir les réacteurs qui sont en maintenance. Mais il y en a plein qui ne vont pas pouvoir ouvrir. Mais non, il y a une corrosion dans le circuit de refroidissement. Mais s'il y a une fusion du cœur, c'est ce circuit de refroidissement qui va jouer son rôle pour refroidir le cœur. Et là, il est corrodé. Et on va faire continuer à tourner les réacteurs. Donc on va rogner sur la sûreté. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Il ne faut pas être blanc ou noir. Il faut progressivement arrêter. Et le plus vite pour avoir de l'électricité, c'est l'éolien et c'est le solaire.
L'éolien, quand on me dit, mais si la nuit, non, l'éolien, c'est le vent. Et quand vous mettez en mer, eh ben, toutes les études montrent que ça fonctionne très longtemps, vous voyez, les éoliennes. C'est ça qu'il faut faire. Mais bon, vous voyez, ça ne fait pas du jour au lendemain. Hein. Mais c'est le plus rapide. Michel, merci. Il va falloir bien sûr terminer cette conférence, qu'on en a encore une dernière après. Juste avant que Michel ait le mot de la fin, moi je voudrais vous remercier pour votre présence. Je le redis à chaque conférence. Les conférences sont là pour vous alimenter là, sur l'instant, sur le sujet sur lequel on débat. Bon, cet après-midi, c'était sur les lobbies. C'est vrai que les lobbies, ils sont partout. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de ces éléments-là. Et donc, quand vous rentrez chez vous, eh bien, c'est de partager l'information que vous avez, car le mouvement, l'action, elle se fera par le bas. Elle ne pourra pas se faire par les politiques, on le sait. Hein, on ne se fera pas par la violence. Je dirais, hier soir, Marie-Monique Robin l'a dit, on l'a toujours redit. C'est vrai qu'on a une force en nous, c'est une force qui est nucléaire, c'est vrai, puisqu'on vient du cosmos. Et cette force-là, eh bien, il faut qu'on se la mette ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, merci à tous. Juste avant la finition, l'Espace Naturisère, bien sûr, offre toutes ces conférences. Hein, et vous avez des petites boîtes. Si vous avez des pièces en trop, n'hésitez pas. Et je laisse le mot de la fin à Michel. Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour votre présence. Alors, juste un petit mot quand même sur ce que tu disais là, sur les politiques. Choisissez vos politiques. On a besoin de la politique. Parce que c'est pas tout seul dans son coin qu'on va trouver des solutions. Alors, on va trouver des solutions pour l'alimentation proche, pour les trucs, tout ça. Mais il faut bien qu'il y ait des politiques sur le plan national, sur le plan européen, et d'un point de vue international, qui résonnent sur l'intérêt général. Vous voyez, si... Ça me fait penser... Enfin, je ne veux pas être long, mais Pierre Rabhi, c'était notre grosse discussion sur la révolution des consciences. Je disais, c'est très bien ça, à titre individuel. Mais ta révolution des consciences, tu peux avoir le Rassemblement national au pouvoir. Donc, il faut, vous voyez, qu'il y ait une prise de conscience des gens à notre niveau, sur notre consommation, nos transports, notre façon de chauffer, tout ça. Mais sur le plan national et européen, il faut que ce soit des politiques qui portent une politique d'intérêt général. C'est ça qu'il faut changer. Et il faut que les gens vous rendent des comptes. Moi, je suis content de venir là et de vous dire, alors je perds des combats, etc., mais plus on est nombreux, plus on peut peser, plus on peut dénoncer, plus on peut... Il faut qu'on avance. On a peu de temps. On a peu de temps. Donc, il faut vraiment que vous interpelliez vos politiques pour qu'ils suivent une politique vraiment collective et puis qui défende l'humanité. Sinon, la planète, elle continuera à tourner. Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures, hein? Donc, et puis, on a souffert cet été quand même. Je ne sais pas vous... Mais moi, j'ai senti cette canicule dans mon corps, quoi. Et on se dit, mais si on laisse faire, mais ça va être intenable. Donc, vous voyez, c'est de la survie, là. Hein. Donc, des bons politiques et puis des gens comme vous. Parce que vous êtes super de venir à ces festivals. Merci. Merci, Michel Ravadi. Encore merci, vous pouvez l'applaudir.